C'est bon pour moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a combien de personnes là? On a une trentaine de participants. D'accord. Et on avait un... Là, on est un tiers, on va pouvoir, je pense, commencer, ça les fera venir. ouais. Bon. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Alan Fustek, directeur R&D de Goodwill Management. Je vais vous présenter ce webinaire avec Tiffaine Sargentini, qui est chef de projet chez Goodwill Management. Et donc, on va vous parler de triple comptabilité et plus particulièrement de la prise en compte au sein de calcul de triple comptabilité du respect par l'entreprise ou pas des limites planétaires et ce qui est constitutif si ces limites planétaires ne sont pas respectées d'une dette environnementale. Voilà. Donc, comme d'habitude, le webinaire va se dérouler en quelque chose comme peut-être une petite quarantaine de minutes, et puis après on aura du temps pour les questions. Vous poserez vos questions dans le chat. Posez-les au fur et à mesure, et puis Émilie, qui est notre responsable du marketing, va collecter vos questions et puis nous posera les questions les plus fréquemment posées dans le temps qui nous restera à la fin de l'exposé. Voilà un peu le plan de la présentation. Premièrement, pourquoi c'est important de faire de la triple comptabilité? Quelles sont les méthodologies que nous mettons en œuvre pour financiariser les impacts? Et puis à partir de ce moment-là, je passerai la parole à Tiffaine pour vous présenter les méthodes que nous avons mises au point pour calculer des quotas sociaux et environnementaux au-delà desquels l'entreprise génère des dettes sociales et environnementales. On vous présentera également la façon dont on établit sur ces bases un compte de résultat et un bilan étendu, et on vous donnera un exemple. Alors en fait, vous savez plus que probablement que aujourd'hui, il y a deux courants qui se développent parallèlement pour mesurer les impacts de l'entreprise, les impacts sociaux et environnementaux de l'entreprise. Le premier courant qui est ultra dominant, c'est le courant de l'approche extra-financière. Et donc, en ce moment, bien évidemment, c'est une thématique qui va bon train avec l'arrivée prochaine de la CSRD et donc de toutes les nouvelles règles très fournies, très nombreuses et qui vont demander beaucoup de travail aux entreprises pour présenter leur futur reporting ESG. Au passage, comme vous le savez peut-être aussi, il y a une guéguerre en ce moment entre deux univers à ce sujet. L'univers américain qui, sous la houlette d'une structure récente qui s'est constituée en 2020-2021, qui s'appelle Value Reporting Foundation, qui est la fusion de deux IRC et de SASB, et le monde européen avec l'association qui produit tous les standards dans le cadre de la taxonomie, les standards de la CSRD, qui est EFRAG. Entre les deux, nous avons une autre structure qui est de création récente, fin 2021, qui est l'ISSB, International Sustainable Standard Board, qui dépend de l'IASB, c'est-à-dire de la structure qui s'occupe des normes IFRS comptables. L'ISSB est sous la direction de
l'ancien président de Danone, Emmanuel Faber. J'ai mis ISSB, comme vous voyez, à mi-chemin entre le monde américain et le monde européen. Simplement, je l'ai coloré en bleu parce qu'il penche quand même plus du côté américain sur certains sujets. Voilà. Mais peu importe, tout ça, c'est du reporting extra-financier où l'entreprise est tenue de produire des informations qui correspondent à des unités physiques et sociales, c'est-à-dire produire ces impacts sous forme de tonnes, de mètres cubes, d'hectares, et puis social, c'est-à-dire des nombres de personnes de ceci, de taux de cela, etc., etc. Bien. Alors la deuxième approche sur laquelle il y a pas mal de travail en ce moment, notamment en France, est une approche plus émergente qui consiste à mettre tout ça dans un bilan et un compte de résultats étendu. Donc c'est ce qu'on appelle la triple comptabilité économique, sociale et environnementale. Et c'est sur ce sujet-là que Goodwill Management travaille depuis longtemps. Et c'est ce que nous proposons à un nombre croissant de nos clients qui sont ravis d'avoir ce genre d'informations. Vous avez vu que j'ai mis les deux approches présentées comme parallèles successivement l'une derrière l'autre. L'approche émergente se trouve en dessous de l'approche extra-financière, tout simplement parce que ça commence de la même façon. C'est-à-dire qu'on mesure des unités, des indicateurs physiques et sociaux, et ensuite on décide ou pas de passer à la financiarisation. Donc le début de l'histoire est le même dans les deux cas. Alors pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de passer à la deuxième approche? Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir des résultats en euros? Déjà, il faut faire attention quand on produit des résultats en euros parce que ça a tendance effectivement à mélanger des choux et des carottes. Cela étant dit, c'est déjà ce qu'on fait en comptabilité. L'avantage, c'est que ça vous offre une vision synthétique, justement en ramenant tout à une seule unité. Sinon, une entreprise a, c'est l'expérience qui nous le montre, du mal à conclure que, globalement parlant, elle progresse ou elle régresse. Donc, c'est un gros avantage d'avoir une seule unité. Ça simplifie l'analyse. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, il ne faut pas faire des analyses plus approfondies, plus détaillées et plus segmentées. Mais c'est déjà très intéressant. La deuxième chose, encore plus important, c'est que ça permet d'établir sur des bases factuelles des niveaux de taxes, de dettes, d'amendes, de dommages et intérêts. Si on parle depuis longtemps maintenant du principe pollueur-payeur, la question est de savoir combien on va demander à celui qui, comment dirais-je, là, pollueur-payeur, on n'est pas sur le social, on est sur l'environnemental. Combien l'entreprise qui a pollué doit payer. Et puis, le dernier point qui est également très intéressant, c'est l'expérience que nous en avons, parce qu'à ce jour, nous avons fait un nombre très important de mesures dans des très nombreuses entreprises. C'est que quand on présente à un dirigeant le résultat des courses, ça lui fait un électrochoc. C'est-à-dire, vous dites à un dirigeant, tu as, je sais pas, 3 millions d'EBITDA et puis tu as 4 millions de dettes environnementales. Ça fait quelque chose dans l'analyse classique du fonctionnement de l'entreprise, puisque dans ces conditions, l'entreprise n'est plus rentable. Et donc, ça permet d'avoir une vision claire aussi de l'écart à l'objectif, et ça génère une motivation de mise en mouvement qui est très intéressante. Voilà, donc tout ça, ça nécessite un bilan et compte de résultats étendu, c'est de ce dont on va parler. Et effectivement, pour arriver à ce résultat-là, il faut être capable de mesurer tous les impacts et de mesurer tous les impacts en euros. Donc je vais vous présenter une façon de faire, et après on verra que
une fois qu'on sait mesurer tous les impacts, on peut sélectionner certains d'entre eux pour les mettre dans le compte de résultats étendu et dans le bilan étendu. Sur la question environnementale, cette financiarisation des impacts fait parfois réagir parce qu'on entend dire « Ah, mais ça ne va pas du tout parce qu'on va donner un prix à la nature ». Et donc, on rentre dans une vision d'une sorte de marchandisation de la nature, etc. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez deux approches dominantes aujourd'hui qui coexistent pour faire ce genre de mesures d'impact. Une approche d'une démarche qui n'est pas la nôtre, mais qui demeure très intéressante, hein, pour ne pas la nommer, qui est l'approche CARE, donc qui calcule un coût de conservation ou de réparation. Et puis, dans notre approche à nous, on calcule l'impact de la dégradation sur l'économie à long terme. Alors, ces deux façons de faire ne sont pas nouvelles. Si vous vous souvenez, en 2006, le gouvernement britannique avait demandé un rapport au vice-président de la Banque mondiale qui s'appelait Monsieur Stern. Et le rapport Stern a été publié en 2006 sur finalement les conséquences économiques du réchauffement climatique. Et les conclusions étaient de cette nature, c'est-à-dire ça coûterait 1% du PIB mondial d'enrayer le phénomène de réchauffement climatique. Au passage, on ne l'a pas fait. Hein. Et si on ne fait rien, ça coûtera une récession très sévère et très durable, se situant, suivant les parties du monde, entre 5 et 20% de récession. Bon, à 20%, c'est vraiment l'horreur, quoi. Voilà. Et malheureusement, c'est vers là qu'on va pour l'instant. Alors, je vous donne quelques éléments. Donc ça, c'est un petit échantillon. On en a fait beaucoup plus que ça. C'est un petit échantillon d'entreprises pour lesquelles on a mis en œuvre la méthode que je vous présente maintenant. Et donc, voilà le schéma général de mesure des impacts. On n'est pas encore sur la triple comptabilité. On est sur la phase juste avant, qui consiste à inventorier et à quantifier, puis à financiariser tous les impacts que l'entreprise peut avoir sur son environnement économique, social et environnemental. Alors, vous voyez la flèche rouge ici sous mon curseur, hein, sur la gauche de la page. La première chose que nous faisons, c'est une étude socio-économique. On utilise pour ça une méthode très connue, les matrices entrée-sortie de Leontief. Et la première chose qu'on regarde, c'est, je dirais, l'impact direct de l'entreprise. Ça se lit sans effort dans le compte de résultat, la valeur ajoutée. On regarde également le nombre d'emplois qu'il y a dans l'entreprise, et ça s'appelle l'impact direct. Après, on regarde juste à côté l'impact indirect. Donc l'impact indirect, c'est le flux économique, le flux de valeur ajoutée qui se propage depuis l'entreprise dans toute la chaîne de fournisseurs, puisque l'entreprise achète des trucs à ses fournisseurs, qui ont des fournisseurs, qui ont des fournisseurs, et tout ça, ça se calcule avec la fameuse méthode de Leontief. Et puis, l'entreprise, comme ses fournisseurs, paye des salaires à ses salariés. Et avec la rémunération de son travail, le salarié, à la fin, il consomme. Il paye son appartement, il fait ses courses, il va chez le dentiste, etc. Et puis, le dentiste, avec l'argent qu'il gagne, grâce aux salariés notamment, il fait la même chose. Il va faire son plein d'essence, etc. Il achète sa baguette de pain, et puis le boulanger, enfin bref. Donc tout ça, ça se propage sur le territoire, et on appelle ça l'impact induit. Alors dans l'impact induit, il y a aussi les impôts et les taxes qui irriguent la machine publique. Et tout ça, ça se mesure. Donc là, on est sur une mesure d'impact direct, indirect et induite. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Et c'est le premier stade de calcul des impacts. Après, je continue sur la droite. Nous avons ensuite un calcul d'externalité sociale, c'est-à-dire que dans l'exercice de son activité, l'entreprise a des effets collatéraux. Alors les effets collatéraux sont indépendants de la nature de son activité.
Ils peuvent être positifs ou ils peuvent être négatifs. Par exemple, je développe mon entreprise et puis j'ai un petit peu d'accident du travail. Donc ça, c'est un dommage collatéral, hein. Les effets peuvent être aussi positifs, on va le voir. Et puis enfin, vous avez des effets environnementaux. Alors les effets environnementaux, pour trouver des effets positifs, franchement, si on ne se raconte pas de salade, il faut se lever de bonne heure. Donc les externalités environnementales sont négatives. Voilà. Mais sur les externalités sociales et environnementales, vous pouvez le calculer, on va le voir tout de suite, au niveau de l'entreprise elle-même et aussi dans toute sa chaîne de fournisseurs. On a les algorithmes et les bases de données pour ça. Voilà. Alors enfin, pour terminer, vous voyez que si je reviens sur la gauche de cette page, nous avons une flèche là qui monte vers le haut en pointillé parce que l'entreprise a aussi des impacts sur sa clientèle. Si une entreprise achète mes produits, c'est parce que ça lui rapporte plus que ça lui coûte. Et donc, il y a un delta dans un monde normal, il y a un delta de valeur ajoutée qui existe aussi au sein de la clientèle de l'entreprise. Et ça aussi, on sait le mesurer. Et puis, ce delta de valeur ajoutée, lui aussi, il a des impacts indirects et induits. Et donc, vous voyez, on est capable de mesurer tout ça. Alors, je vais vous montrer quelques exemples rapides. Ici, vous avez l'impact de Orange sur un pays, sur l'impact socio-économique de Orange sur la République démocratique du Congo. Et vous voyez donc l'impact direct, 49 millions d'euros, 580 emplois ici. Donc ça, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise de la filiale de Orange à Kinshasa. Et puis le nombre d'emplois. Après, il y a tout ce que ça fait travailler comme gens dans l'environnement des fournisseurs de rang 1, 2, 3 de l'entreprise Orange. 22 millions d'euros, 66 000 emplois. Et enfin, l'impact induit, 129 millions d'euros, 108 000 emplois. Vous noterez au passage quelque chose d'un peu surprenant, c'est l'écart entre la variation de valeur ajoutée directe, indirecte et induite et le nombre d'emplois, mais ça vient du fait que malheureusement dans un pays comme la République démocratique du Congo, pour 1 euro de valeur ajoutée, vous avez beaucoup de gens qui bossent. On est dans des pays où, vous savez, les gens vivent avec souvent 1 euro par jour, quoi. Alors, on fait aussi de l'analyse coût-bénéfice. L'analyse coût-bénéfice permet notamment de regarder le supplément de valeur ajoutée qui a été généré chez les clients. Et donc, ça, c'est une méthodologie de type Social Return on Investment. Je fais un truc, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte? Et c'est la méthode en question. Nous, on l'appelle Thésaurus RBC, recherche des bénéfices cachés, qui permet effectivement de regarder le supplément de valeur ajoutée qui a été généré chez le client. Mon client m'a acheté un produit ou un service, qu'est-ce que ça lui a coûté et qu'est-ce que ça lui a rapporté? Voilà. Donc, je ne commande pas trop le schéma que vous avez sous les yeux, mais vous comprenez effectivement que dans un monde normalement, enfin, quand une décision de management ou de gestion est pertinente, dans une entreprise, on achète un truc et ça rapporte plus que ça coûte, c'est ce qu'on voit sur ce schéma. Alors c'est important de faire ce genre de calcul parce que vous voyez qu'une partie de la valeur générée par l'entreprise, fort heureusement, est captée par sa clientèle, sinon l'entreprise n'existerait pas. Et quand on fait la mesure d'impact socio-économique élargi, ça change tout, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez la mesure simple de l'impact de Orange sur le territoire dont on vient de parler, c'est 200 millions d'euros de valeur ajoutée, 175 000 emplois, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis si on rajoute le supplément de valeur généré par les clients et tous les effets indirects, on double, voilà, 512 millions de valeur ajoutée et 300 000 emplois. Donc les impacts socio-économiques de l'entreprise élargis, incluant la sphère de la clientèle, présentent des valeurs qui sont nettement supérieures. Donc tout ça, ça se mesure. Après, comme on le voyait sur mon petit schéma de départ, vous avez la mesure des effets socio-économiques, des effets sociaux, excusez-moi, collatéraux. Donc, une façon simple de le dire, c'est on
on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, il y a toujours des impacts sociaux négatifs hein, dans le développement de l'entreprise, des accidents du travail, un peu de maladies professionnelles, de la précarité de l'emploi, des écarts de rémunération injustifiés, etc. Mais vous avez aussi, suivant la maturité RSE de l'entreprise, vous avez aussi des impacts sociétaux positifs, comme vous le voyez ici. Hein, donc, ça, c'est ce qu'on a fait sur la maison mère de Goodwill, hein, Baker Tilly. Donc, on a 600 000 euros de sécurité au travail, moins 600 000 euros par an de sécurité au travail. Je précise que ça intègre l'entreprise elle-même. Bon, dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable, il n'y a quand même pas beaucoup d'accidents du travail, mais il y a toute la chaîne de fournisseurs où il y en a davantage. Le total, ça fait 600 000 euros. Vous avez 194 000 euros de précarité de l'emploi, mais vous avez 72 000 euros positifs, c'est le mécénat. 260 000 euros, c'est l'insertion professionnelle. 400 000 euros la formation professionnelle, le télétravail, un écart négatif assez fort sur les écarts de rémunération hommes-femmes injustifiés, et enfin les achats au secteur protégé qui ont un montant symbolique. Mais le total, avec l'impact direct et indirect des activités de l'entreprise, ça fait moins 1,2 million par an. Donc on a un coût social, on pourrait dire un reste à charge pour la collectivité de 1,2 million par an en négatif, malgré les effets collatéraux positifs. Et puis on sait faire la même chose avec, sur le plan environnemental. Donc ici, vous avez une autre entreprise. Alors vous notez au passage que je cite les entreprises, hein, ce qui est très impressionnant depuis 3 ans, c'est que les entreprises acceptent qu'on mesure notamment leurs impacts environnementaux et sortent du bois, mentionnent les résultats. Donc ici, vous avez une entreprise qui est une filiale de Saint-Gobain, Chryso, et on mesure l'impact environnemental sous la forme des émissions de gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques hors CO2, particules fines, oxydes de soufre, d'azote, etc. Utilisation des sols, du sous-sol, de la biodiversité et destruction de biodiversité, gestion des déchets ou mauvaise gestion des déchets, pollution de l'eau, consommation de l'eau. Vous avez pour chaque thématique ici présentée un impact exprimé en euros. Vous avez compris qu'en dessous, il y a des unités physiques, hein, des tonnes de CO2, des mètres cubes d'eau, des hectares artificialisés, etc. Et ça fait un total pour l'entreprise de 560 000 euros par an et avec un impact direct et un impact indirect. Voilà. Donc avec ça, on a une vision assez complète de tous les impacts. Je précise que tout ça est basé... Alors aujourd'hui, en triple comptabilité, il n'y a pas un standard. Hein. Il y en aura un, je ne sais pas, peut-être dans 5 ou 7 ans. Mais par contre, tout ce travail-là est adossé à de la production scientifique assez fournie. Et donc la méthode de calcul est transparente. Elle n'a pas que des avantages. Elle est jeune, etc., etc. Mais elle permet de faire les calculs très rapidement. Même pour un grand groupe, on sait faire ce genre de calcul en quelques semaines. Et ça donne des résultats qui sont malgré tout solides, intéressants, opposables à des tiers, etc., etc. Voilà. Alors, ici, un petit exemple pour conclure, hein, la financiarisation des impacts. Je suis toujours pas en triple comptabilité, mais là, j'ai l'inventaire financiarisé de tous les impacts de l'entreprise sur ce qui l'entoure. Donc là, vous avez le groupe ENAF, hein, qui est un groupe agroalimentaire, avec les impacts socio-économiques de l'entreprise elle-même. 14 millions d'euros, c'est un peu l'impact de l'entreprise sur le PIB de son territoire, 200 emplois, 300 000 euros d'effets sociaux, d'effets collatéraux sociaux, 300 000 euros d'effets environnementaux négatifs. Et en dessous, vous avez la même chose, mais pour, comment dirais-je, l'entreprise et sa chaîne de fournisseurs, c'est-à-dire tous les impacts indirects en plus. Et donc 50 millions d'euros, 700 emplois, 1,2 million d'impact social négatif et 1,2 million d'impact environnemental négatif. Voilà. Donc je vais maintenant passer la parole à Tiffaine,
qui va vous expliquer comment on fait le calcul des quotas et comment on aboutit pour être capable de calculer des avances ou des dettes et comment est-ce qu'on aboutit à un compte de résultat et un bilan étendu. Donc, Tiffaine, je te rends l'antenne. Merci, Hélène. Je vais vous présenter mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Mettons en grand écran, ouais. C'est bon? Ok. Alors, je vais vous présenter maintenant les travaux qu'on a réalisés cette dernière année, cette dernière grosse année, on va dire, sur le calcul des quotas et la mise en œuvre de la triple comptabilité telle qu'on l'entend chez nous, chez Goodwill. Alors, tout d'abord, la première question qu'on s'est posée, c'était, bon, super, on a nos mesures d'impact économique, environnemental et social. La recommandation qu'on avait pour nos clients, c'était faut réduire l'impact environnemental au maximum et augmenter l'impact social positif au maximum. Mais la question des entreprises, c'était OK, mais à quel moment je peux dire que je suis une entreprise soutenable? À quel seuil d'impact environnemental je peux dire je respecte les limites planétaires? Donc, on a mis en œuvre le calcul des quotas par l'étude déjà de ce concept de limite planétaire que je pense vous commencez à connaître. On le voit un peu partout en ce moment. Donc, ça date pas d'hier, ça date de 2009. C'est un concept qui a été mis en œuvre par des scientifiques très reconnus sur le sujet du Stockholm Resilience Center. Et ils ont défini pour chaque impact environnemental à quel niveau d'émission ou de consommation on était au-delà de ce que la Terre pouvait supporter. Donc, si on regarde les différents impacts, on a le changement climatique, évidemment. Donc ici, on voit qu'on a déjà dépassé la limite. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout est chamboulé quand on dépasse la limite. Ça veut dire qu'on augmente le risque d'une instabilité de la biosphère. Donc plus on dépasse, plus on augmente le risque. Et si on reste en dessous de cette limite, a priori, il n'y a pas de risque pour la biosphère. Donc, on a le changement climatique, on a la consommation d'eau, donc l'eau verte et l'eau bleue. On a la déplétion de la couche d'ozone. Donc ici, on voit que c'est une limite qui est respectée. Elle était dépassée dans les années 80 et c'est la seule limite qu'on a réussi à diminuer. Donc c'est un peu l'espoir qu'on a pour les autres limites. On a ici des limites qui ne sont pas encore mesurées sur les aérosols, les polluants, etc. L'acidification de l'océan qui est liée beaucoup aux émissions de CO2 et du coup au changement climatique. Donc plus on augmente les émissions de CO2, plus on augmente le changement climatique, plus on augmente l'acidification des océans. On a les cycles biochimiques, donc avec le phosphore et l'azote ici, qu'on a déjà bien dépassé, liés principalement à l'agriculture intensive. Les entités nouvelles, donc là, ça va être tout ce qui est plastique, microplastique, etc. Donc ici, qui a été largement dépassé aussi. Et ici, les changements dans les affectations du sol, donc notamment la déforestation, l'artificialisation des sols, etc. Et ici, on a l'intégrité de la biosphère, donc tout ce qui est biodiversité, avec ici aussi une limite qui est dépassée, qui est bien dépassée. Donc, on s'est basé sur ces limites planétaires pour calculer nos quotas. Donc, on est parti de ces grandes limites au niveau de la planète et on a essayé de les ramener aux quotas d'une entreprise. Donc, pour cela, on a établi une méthode. Donc, on est parti des limites planétaires. On les a ramenées par pays, tout simplement au prorata du nombre d'habitants. Donc, on sait que, par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, on entend souvent parler de 2 tonnes de CO2 par personne.
qu'on a appliqué ces 2 tonnes multipliées par le nombre d'habitants pour chaque pays, et on a un quota par pays. Ensuite, on a défini un quota par secteur. Donc, pour les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, on a regardé le poids du secteur dans les émissions totales de la France. Donc, par exemple, je pense que... Ah oui, là, j'ai mis pour l'eau douce. Donc, si le secteur utilise 3% de l'eau douce en France, on lui donnera 3% du quota pour la France. Et ensuite, on a passé à l'échelle de l'entreprise, donc par rapport au secteur. L'entreprise a une certaine valeur ajoutée par rapport à la valeur ajoutée totale du secteur, et on lui donne ce quota-là pour les différents impacts mesurés. Donc, il y a l'eau, il y a le changement climatique, la pollution de l'air, etc., etc. Donc, on se retrouve avec un quota pour chacun des impacts par entreprise à ne pas dépasser pour être une entreprise soutenable. Donc, pour être une entreprise soutenable, on doit bien ne pas dépasser chacun des quotas. Il n'y a pas de compensation entre les impacts, évidemment. Donc, maintenant, je vais vous présenter comment on passe de toutes ces mesures d'impact, ce calcul de quota, à un compte de résultats et un bilan étendu. Donc ici, je vais vous présenter 3 types de comptes de résultats qu'on pourrait identifier, et on va étudier celui qu'on a choisi pour notre méthodologie de triple comptabilité. Donc, en premier lieu, il y a c'est l'idée de définir quel est le périmètre de notre triple comptabilité. Donc ici, on a le compte de résultats standard avec voilà, des impacts qui sont uniquement économiques. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment dans la comptabilité classique aujourd'hui. Donc on prend en compte uniquement les impacts économiques et uniquement sur le périmètre opérationnel de l'entreprise. Ça veut dire qu'on rend des comptes uniquement aux détenteurs de l'entreprise, qu'aux actionnaires, à tout type de détenteurs, aux banques par exemple, et à l'État, avec les impôts et taxes. Et puis voilà, c'est tout. Ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire avec tous les impacts qu'on sait mesurer aujourd'hui, c'est d'élargir dans un sens, donc dans le sens des impacts. Donc ici, on a l'impact économique, ici social, sociétal, donc avec les parties prenantes qui seront les salariés d'un côté et le bien commun, on va dire, de l'autre. Et ensuite, les impacts environnementaux, avec comme partie prenante concernée les générations futures. Donc, on élargit dans le sens du scope des impacts pris en compte, et on élargit aussi dans le sens du périmètre pris en compte. Donc, on va prendre en compte l'impact au niveau opérationnel de l'entreprise, au niveau de la chaîne de fournisseurs et au niveau induit. Donc ici, c'est l'impact que les salariés ont. Donc les salariés et les taxes par rapport aux dépenses publiques. Donc voilà tout ce qu'on est capable de mesurer. Ici, on voit aussi le bénéfice client. Il n'y a pas que le bénéfice client qu'on peut mesurer. Ici, c'est vraiment l'aval, c'est ce qu'on pourrait dire le scope 3 du bilan carbone avec l'utilisation et la fin de vie du produit. Donc, on a un bénéfice client, comme on l'a dit, on achète un produit parce que ça va nous rapporter plus que ce qu'on le paye, a priori. Le produit peut avoir aussi un impact environnemental positif ou négatif dans son utilisation. Et le produit peut avoir un impact social positif ou négatif aussi pendant son utilisation. Donc ici, on va pouvoir mesurer tout ça également. Donc voilà tout ce qu'on est capable de mesurer. Ce qu'on a choisi de retenir dans la triple comptabilité actuelle, celle qu'on a créée chez Goodwill, c'est de ne pas prendre en compte l'impact induit.
parce que l'impact induit, ça consiste à utiliser la consommation des salariés dans le résultat global de la mesure d'impact. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel l'entreprise n'a aucun pouvoir. Pour vous donner une idée, par exemple, sur l'impact environnemental, ce serait mesurer l'impact du supermarché chez qui va votre salarié. Le salarié de l'entreprise va faire ses courses et on mesure l'impact environnemental du supermarché chez qui il va faire les courses. Donc, en effet, l'entreprise n'a aucune responsabilité là-dedans et l'entreprise n'a aucun pouvoir pour limiter cet impact. Donc, on a décidé de ne pas le prendre en compte dans notre triple comptabilité. On sait le mesurer, mais on ne va pas le prendre en compte. Donc, on va prendre en compte uniquement le direct et l'indirect. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant en schématique, on va dire, sur le compte de résultat et le bilan étendu. Donc ici, on va avoir le compte de résultat classique et en dessous, on va mettre les impacts qu'on va avoir sur l'environnement, sur la société, etc. Je ne vous ai pas présenté aujourd'hui les quotas qu'on assigne au niveau social et sociétal parce qu'on ne va pas avoir le temps aujourd'hui. Mais en tout cas, on les a définis aussi et voilà, on pourra présenter ça une prochaine fois si vous le souhaitez. Donc, on a ces impacts-là qui sont des charges en fait pour l'entreprise. Et on va avoir nos quotas qui vont être comme des crédits d'impôt, si vous voulez, pour l'entreprise. On va avoir un droit à émettre tant de CO2, à consommer tant d'eau, à émettre tant de polluants. Si jamais ces impacts sont supérieurs au seuil qui est attribué, au quota qu'on lui a attribué, on génère alors une dette de capital naturel ou de capital social ou sociétal. Si jamais on respecte le seuil, on génère une avance dans les actifs de capital social ou de capital naturel. Ce qu'on a décidé dans notre méthode, c'est de ne pas que chaque année après année, en fait, les avances ne se cumulent pas. Si on respecte la limite une année, eh ben, on ne va pas avoir le droit de polluer plus pour autant l'année d'après. Donc, on a décidé qu'on remettait tout à zéro chaque année. Donc, pour que ça soit un peu plus concret, je vais vous présenter un exemple avec une entreprise sur laquelle on a réalisé cette triple compta. Donc ici, on a une entreprise qui fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. C'est une entreprise de l'agroalimentaire, un produit à forte valeur ajoutée, qui connaît très très bien sa chaîne de fournisseurs, qui a seulement des fournisseurs directs au final. Et donc on avait vraiment accès à des données très précises sur les impacts, parce qu'elle avait des données très précises sur les impacts de ses fournisseurs, notamment sur la quantité d'azote et de phosphore d'engrais utilisés par ses fournisseurs. On a ici les quantités, les émissions en données physiques. Donc, comme Alan vous a expliqué tout à l'heure, voilà, on se retrouve souvent avec ce genre de résultats dans la DPEF ou dans des rapports voilà, divers et variés RSE. Et le chef d'entreprise se retrouve un peu à regarder ses impacts et à ne pas savoir lequel est a le plus d'impact au niveau de la population, au niveau environnemental, quel est l'impact qu'il faut réduire au plus vite. Et donc, la monétarisation, déjà, elle permet de voir tout de suite quel est l'impact qu'il faut réduire au plus vite, quel est l'impact sur lequel on a le plus d'impact sur la population. Donc ici, on voit que c'est la consommation d'eau et la pollution de l'eau. Donc en fait, on est dans des pays où il y a clairement des problèmes au niveau
du stress hydrique, des sécheresses, etc. Donc évidemment, à chaque fois que l'entreprise consomme de l'eau dans ces pays-là, on va avoir des impacts sur la santé publique, on va avoir des impacts sur la production agricole d'autres entreprises, etc., etc. Donc ça va générer beaucoup d'impacts. Également sur la pollution de l'eau avec tous les engrais qui sont utilisés. Un peu moins du coup sur les émissions de GES et un peu sur l'utilisation des sols et de la biodiversité. Donc là, c'est la mesure d'impact telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a pratiquée jusqu'à présent, avant de savoir mesurer la dette et les quotas. Donc, je vais vous montrer ce à quoi ça peut ressembler une fois qu'on a calculé les quotas. Donc ici, on a les limites planétaires pour l'entreprise. Donc on a pour les émissions de GES une limite à 100 000 €, sachant qu'on a un impact à 450 000 €. On a pour la pollution de l'air une limite à 80 000 €. On a un impact à 90 000 €. Donc voilà, pour chaque impact, on a à chaque fois la limite et on a l'impact qu'on a mesuré précédemment. Et donc, à chaque fois, c'est une simple différence entre la limite et le coût environnemental, on arrive à calculer une dette environnementale. Ici, on a uniquement sur la production de déchets et c'est tout. Sur la production de déchets où on n'a pas de dette. Mais sinon, on a à chaque fois une dette environnementale. Il faut savoir que cette entreprise, elle est engagée en RSE depuis très longtemps. Elle a tout bien fait comme une entreprise responsable et pourtant, elle n'est pas une entreprise soutenable au sens des limites planétaires. On a une dette constituée de 1,3 million d'euros, sachant que si on compare à son EBITDA, on est à peu près sur 1 million d'euros. Donc là, quand on voit ces chiffres-là, tout de suite, c'est assez parlant. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est ici, vous voyez sur les déchets et sur la pollution de l'air, on n'a pas de limite planétaire par rapport au Stockholm Resilience Center, qu'on s'est basé sur d'autres sources. Donc, on s'est basé sur des données de la Banque mondiale sur la capacité des pays à gérer des déchets. Et pour la pollution de l'air, on s'est basé sur des données de l'OMS, sur les seuils de polluants, l'impact sur la santé avec des seuils de polluants. Voilà sur ce point-là. Donc, je vais vous montrer maintenant comment ça se présente dans un compte de résultat et dans un bilan. Donc ici, on a le compte de résultat classique. Ici, j'ai pas mis les chiffres parce qu'on n'est pas autorisé aujourd'hui à partager les chiffres réels de l'entreprise. Mais ici, on va avoir toutes les données classiques d'un compte de résultat qu'en euros réels. Et ici, on a les données d'impact en euros virtuels. Donc ici, on a tous les impacts négatifs. Donc ici, je vous ai mis que les impacts environnementaux parce qu'aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment les limites planétaires. Mais on a aussi, normalement, les impacts sociaux et sociétaux qui s'ajoutent en dessous, ici, en fait. Et donc, en euros virtuels, on a les impacts négatifs comme on les a mesurés dans la mesure d'impact. Et ici, on a le droit d'utiliser ou un droit à polluer sur les émissions de gaz à effet de serre, sur tous les impacts qu'on a mesurés. Donc ensuite, la différence fait qu'aujourd'hui, l'entreprise est endettée à hauteur de 300 000 € sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça paraît assez logique quand on compare, par exemple, une moyenne d'émissions françaises. Donc, on devrait atteindre 2 tonnes si on veut respecter les limites planétaires. Et en moyenne, un Français est à 10 tonnes. Donc, on est à x5. Donc là, on remarque que voilà, la limite, c'est quasiment ça. On devrait diviser par 5 nos émissions et au final, voilà, l'entreprise doit aussi diviser à peu près par 5 ses émissions pour respecter les limites planétaires.
Donc ici, on est endetté sur pas mal d'impacts et par contre, voilà, les déchets, on a un actif. Donc l'actif, évidemment, ne sera pas reporté sur l'année prochaine, il sera juste remis à zéro. Ensuite, on a... Je précise que c'est vrai, ce que vient de dire Tiffaine, c'est vrai pour l'actif. Dans la méthode de calcul que nous avons, que nous vous présentons là, c'est pas vrai pour les passifs. Hein. Les passifs, on les cumule. Oui, voilà. C'est ça qui est terrible. Du coup, on a l'impact de la dette constituée qui est de 1,3 million d'euros. Ici, on voit une vision un peu synthétique du total, on va dire, sur le capital naturel. Mais il faut savoir que tant que toutes les dettes ne sont pas à zéro, on ne peut pas considérer que l'entreprise est soutenable. Tant qu'il y a des dettes sur un des critères, au final, l'entreprise ne peut pas être considérée comme soutenable. On ne peut pas compenser des émissions de GES avec de la pollution de l'air, etc. On va toujours regarder le détail pour savoir si l'entreprise est soutenable ou non. Voilà, j'en ai fini de présenter le compte de résultat et le bilan comptable selon notre méthode de triple comptabilité. Donc maintenant, on peut passer aux questions. Je ne sais pas si tu veux conclure par quelques mots, Alan, d'abord. En fait, je voulais juste apporter un élément de précision qui a son importance de mon point de vue. Je pense que ceux qui nous écoutent savent qu'une publication qui a maintenant, je sais pas, peut-être 4-5 ans, est sortie très intéressante qui s'appelle L'économie du donut de Kate Raworth, qui présente effectivement la soutenabilité économique comme la nécessité de situer nos activités économiques au sens large entre un plancher social et un plafond environnemental. En fait, ce que vous avez avec cette méthodologie, c'est une comptabilité du donut. Voilà. Et du coup, on est capable de dire aujourd'hui aux entreprises si elles sont soutenables ou pas. La chose très intéressante qu'il faut noter, c'est que les entreprises fortement engagées en RSE, et je suis bien placé pour en parler puisque je suis président du label Lucie, ne sont pas aujourd'hui soutenables. Donc, moi, ce que je dis à la communauté Lucie, on a 1200 boîtes dans la communauté Lucie. Ce que je dis, c'est bravo, on a fait un chemin énorme en réduisant nos impacts de tout type et notamment environnementaux, puisqu'on parle ici des limites planétaires. Mais il y a encore un long chemin à parcourir pour être des entreprises soutenables. Et donc, le message que je fais passer à tout le monde, et à chaque fois que j'en ai la possibilité, y compris ce matin, c'est pas parce qu'on est une entreprise à mission, c'est pas parce qu'on est une entreprise labellisée Lucie, Bicorp, engagée RSE, on a une entreprise du mouvement Impact, etc., qu'on a atteint la soutenabilité. Ça, c'est une vue de l'esprit. La réalité, c'est la comptabilité qui est capable de nous le dire, et on est encore malheureusement loin du compte. Il faut continuer de faire des progrès énormes. Ça ne veut pas dire que la RSE sert à rien, hein. Ça veut dire que c'est une étape essentielle, incontournable, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et donc du coup, le petit complément que j'apporte, c'est que on a décidé chez Lucie de lancer un label, le label Lucie Positive, justement délivré aux entreprises qui rentrent dans le donut. C'est-à-dire aux entreprises qui, comme vient de le présenter Tiffaine, ont une dette environnementale à zéro et une dette sociale à zéro. Voilà. C'était ma petite contribution complémentaire. Et maintenant, on peut répondre à vos questions. Alors, j'ai une première question sur combien de temps et quel est le coût d'une telle étude? Alors, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez rapide.
C'est-à-dire que, allez, je vais vous prendre un cas simple, hein, une ETI de 500 personnes, par exemple. Voilà. C'est un travail qu'on va pouvoir faire en un mois à peu près. La bonne nouvelle, c'est que les données requises pour faire le travail sont assez faciles à collecter. Et pour l'instant, sur le nombre des triples comptabilités que nous avons réalisées pour nos clients, là, on doit en être à, je sais pas, peut-être 50 ou 60. On n'a jamais été dans une situation où la collecte des données était un problème bloquant. Donc c'est assez rapide. Et le coût d'une opération de ce type-là, bon, bien évidemment, je vais vous donner un truc à la louche qui va varier fortement suivant les contextes, etc. Mais allez, je reste sur mon entreprise de 500 personnes. La mise en place de sa triple empreinte, sans aller jusqu'au bilan, hein, mais déjà calculer tous les impacts et toutes les dettes, etc., ça va coûter à peu près 15 000 €. Voilà. Merci Alan. Alors ensuite, j'avais une question sur, enfin Tiffaine, tu l'as évoqué rapidement, mais qu'en est-il du social dans cette méthodologie? Alors, on a pas mal d'impacts sociaux qui sont mesurés dans ce qu'on appelle la triple empreinte, donc avec les mesures d'impact présentées tout à l'heure par Alan. Ensuite, on a aussi défini des quotas. On ne vous les a pas présentés aujourd'hui parce que on n'avait qu'1 heure, malheureusement. Mais en soi, c'est inclus dans la méthodologie de triple compta. Oui, je pourrais vous transmettre une page sur le site internet où c'est un peu plus détaillé, où on a l'ensemble des critères de la méthodologie. Et en effet, le social est pris en compte. Alors, on avait une question. Votre méthode de répartition de quotas ne va-t-elle pas pénaliser la vision pour des pays peuplés mais pauvres et favoriser des petits pays et riches? Donc, c'était au moment de la méthodologie, quand tu parlais de la prise en compte par nombre d'habitants pour la répartition. En fait, ça se fait au prorata de la population. Donc, en fait, tout individu présent dans un pays a son quota d'eau douce, de bon air, etc., etc. Donc, c'est le point la question qui est soulevée. Effectivement, c'est un sujet c'est une question qu'on s'est franchement posée, hein, donc c'est une très bonne question. Et on se demandait au départ, est-ce qu'on allait faire de la ventilation au prorata des PIB ou bien au prorata de la population? Et on a fait au prorata de la population, et donc du coup, il n'y a pas cette pénalisation. Ça marche. Une autre question donc sur la méthodologie. Sur quoi vous basez-vous pour monétariser le coût environnemental? Sur quelles données, je pense? Tu veux répondre, Tiffaine, ou je réponds comme tu veux? Oui, bah, on a différentes méthodes pour chacun des impacts. En fait, on se base sur des publications scientifiques. Donc, par exemple, sur le carbone, on va se baser sur le coût, la valeur tutélaire du carbone qui est donnée dans le rapport Kiné, par exemple. Sur la consommation d'eau, on va se baser sur des données sur l'impact d'une consommation excessive d'eau à certains endroits sur la santé humaine. Donc de la malnutrition, des problèmes d'hygiène, etc., etc. Sur la pollution de l'eau, la pollution de l'air, par exemple, on va se baser sur des données également de santé, sur la santé humaine, d'un différentiel d'émissions de polluants dans l'air. Et le point important, c'est que je suis passé très vite tout à l'heure sur une page qui vous en montrait un petit échantillon, mais tous les calculs de financiarisation de notre méthodologie découlent directement de travaux scientifiques. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des publications académiques qui existent sur tous les sujets dont Tiffaine vient de parler, c'est-à-dire quel est l'impact d'une augmentation de la concentration de particules fines dans l'atmosphère sur la morbidité, c'est-à-dire les gens tombent malades, et la mortalité, et qu'est-ce que ça a comme impact sur l'économie.
En fait, le calcul à la fin de l'histoire, c'est un calcul de dégradation de l'économie. C'est-à-dire, encore une fois, on ne donne pas un prix à l'environnement. On dit, si on consomme trop de ressources naturelles, on bousille l'économie et donc on bousille le confort et le bien-être humain, mais pour les générations futures. Enfin, parfois pour les générations présentes, hein, parce que les particules fines qu'on respire aujourd'hui, elles nous font tomber malades aujourd'hui, mais c'est pour les générations présentes et futures. Voilà, et tout ça, c'est effectivement c'est publié dans des travaux sérieux. Alors, on a pas mal de questions méthodologiques, donc je continue sur ma lancée. Considérez-vous les émissions et les consommations historiques de chacun des pays concernant le carbone? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, en fait. On va passer à la suivante. J'ai pas bien compris la question. En gros, on donne le même quota, on donne un quota par personne. Donc on considère pas que, par exemple, si le pays a beaucoup émis dans le passé, il a plus le droit d'émettre aujourd'hui, par exemple. Ça, on le considère. C'est ça. Je pense que c'était ça la question et la réponse est non. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, pourquoi choisir de cumuler le passif? Oui, c'est ça, de cumuler le passif et non pas l'actif. Bon, je peux répondre à ça. Si vous voulez, l'idée est la suivante. Et puis, pour mettre tout le monde à l'aise avec ça, effectivement, à un moment donné, de toute façon, c'est le principe de la compatibilité, c'est une question de convention. On convient de ceci et de cela. Vous avez vu tout à l'heure, on s'est dit dans notre méthodologie, on ne va pas compter les impacts induits parce que finalement la liberté du salarié de dépenser son salaire comme il l'entend fait que la responsabilité de l'entreprise ne peut pas être engagée. C'est une convention. Ici, c'est pareil. Et le raisonnement est le suivant. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, pour faire très simple, mais vraiment, c'est du grossier, du brutal. Si toutes les entreprises fonctionnaient comme les entreprises françaises, il faudrait 3 planètes. Voilà. Vous connaissez aussi probablement la plupart d'entre vous cet autre indicateur, l'ecological footprint, qui est moins scientifique mais très parlant que les limites planétaires. Bon, à la grosse louche, on peut dire ça, 3 planètes. Si on met en œuvre des démarches RSE, ce qui est encore une fois indispensable, allez, on va réussir à descendre en améliorant et en faisant attention, on va réussir à descendre dans le meilleur des cas à 2 planètes. Bon, il reste quand même encore la moitié du chemin à faire. Et donc, on se dit que considérer qu'une entreprise, parce qu'elle est en dessous de son quota au cours de la dernière année, écoulée, observée, mesurée, a un droit à polluer plus fort l'année suivante, ça nous dérange un petit peu parce qu'on est de toute façon très en dehors des clous. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pris cette option pour l'heure. Voilà. Et ça nous ramène d'ailleurs à la question précédente que je n'avais pas bien comprise. C'est vous avez pollué de manière éhontée pendant 50 ans. Et puis, au bout de la 51e année, vous faites un peu mieux que le quota. Bon, est-ce qu'on va en déduire que vous avez une avance, quoi? Donc, voilà, c'est ça le principe. Merci, Alan. Alors, donc ensuite, je vais un peu cumuler des questions. Alors, en termes, donc cette méthodologie est-elle utilisable de manière opérationnelle? Est-ce que certains clients, voilà, mesurent leur triple comptabilité sur plusieurs années? Et est-ce que c'est possible de faire cet exercice si l'entreprise exerce dans plusieurs pays? En fait, donc à la première question, la réponse est oui. J'ai présenté tout à l'heure les résultats de l'entreprise ENAF. L'entreprise ENAF
est venu à ProduRab il y a 2 ans pour présenter ses résultats en disant je fais mon coming out. Je présente la réalité de mes impacts sans aucune forme de cachotterie. Et maintenant, effectivement, je fais la mesure régulièrement pour voir comment je progresse dans une logique d'atteindre ce qu'on appelle, nous, l'impact positif. Tiens, ça, c'est un sujet dont on n'a pas parlé. On entend beaucoup aujourd'hui autour de nous des entreprises qui se réclament de l'impact positif, etc., etc. Il faut faire attention à la manière dont on manipule ces concepts-là, parce que dire qu'on a un impact positif au motif qu'on réduit ses impacts négatifs, de mon point de vue, c'est de la publicité mensongère. Donc ce qu'on a défini chez Lucie et chez Goodwill, c'est le fait que l'impact positif, c'était de la création de valeur sociale nette, donc valeur socio-économique nette des externalités, en respectant les limites planétaires. Voilà. Et donc l'entreprise ENAF se fixe un objectif d'atteindre l'impact positif à horizon 2030, et la triple compta dont on vient de parler sert de boussole, quoi. Voilà. On est plutôt sur une actualisation plutôt annuelle que trimestrielle. Trimestriel, ça sert absolument à rien. Vous pouvez peut-être envisager un truc annuel, ou même une fois tous les 2 ans, ça peut suffire, je pense. Parce que, non pas parce que c'est pas intéressant de mesurer plus précisément, mais c'est parce que les mesures de réduction que vous allez prendre risquent fort de ne pas présenter d'effets significatifs rapidement. Et en accompagnement de ce concept de triple comptabilité, nous, on dit à nos clients que l'entreprise qui veut se mettre sur une trajectoire à impact positif, elle doit vraiment se mettre dans une logique d'un plan à 10 ans. On ne fait pas ça avec un plan à 2 ans. Avec le plan à 2 ans, on améliore ses impacts. On est dans la RSE 1.0, si vous voulez. On n'est pas dans la RSE 2.0. Voilà. Et donc, il y avait une deuxième partie de question, donc je vous la relis en entier. Comment calculer ses coûts si l'entreprise exerce dans plusieurs pays? Est-ce que non, pas du tout. Est-ce que la sensibilité environnementale locale est prise en compte? Vas-y, Tiffaine, tu veux répondre à ça? Oui, on est capable de mesurer les impacts dans différents pays. Après, du coup, par exemple, la monétarisation ne se fera pas de la même... déjà, les impacts en valeur physique ne seront pas les mêmes si on fait une activité en France ou en Asie ou en Afrique. La monétarisation ne sera pas la même sur certains impacts. Sur l'impact émissions de gaz à effet de serre, comme c'est un impact global, on a la même monétarisation. Sur les impacts plus locaux, comme la biodiversité, comme la consommation d'eau, on va avoir des impacts locaux qui seront mesurés. Après, locaux, on s'entend, ça veut dire local au niveau du pays. On n'est pas local au niveau du bassin versant, par exemple, ou d'une région dans un certain pays, etc. On est vraiment au niveau du pays. Alors, j'ai vu passer une question à laquelle je souhaiterais répondre, au cas où tu ne la répercutes pas, Émilie. Il y a une personne qui a demandé, est-ce que vous formez des consultants à votre méthodologie? Et donc, la réponse est oui. On n'est pas encore tout à fait prêt. Il nous manque un petit peu de temps pour ça, mais considérez qu'à partir de 2023, nous allons rendre la méthode intégralement open source, et la formation se fera dans le cadre. Alors, il faudra adhérer à une association qui s'appelle l'Institut de comptabilité immatérielle. Et dans le cadre de cette association, les confrères et les consultants qui le souhaitent seront formés. Et il y a une plateforme Internet qui embarque toute la méthode, de sorte qu'il n'y a pas besoin de refaire les calculs, quoi. Voilà.
Je pose une dernière question, puis on va arrêter là. Pensez-vous que la triple comptabilité sera obligatoire un jour pour les entreprises ou collectivités locales? Avec le terme un jour dans la question, on peut répondre oui. Quand j'en sais fichtre rien. Le grand mouvement qui est en cours, mais ça, je pense que j'apprends rien à personne, c'est un mouvement extra-financier. Donc les positions aujourd'hui comment dirais-je, des régulateurs français, européens, mondiaux ne sont pas d'aller jusque-là, mais de rester sur un tableau de bord extra-financier. Et donc toutes les normes internationales qui sont en cours de production et qui vont s'appliquer dans les années qui viennent ne vont pas jusqu'à la production d'un compte de résultat étendu et d'un bilan étendu. Vous avez à côté de la comptabilité classique un tableau de bord, la CSRD en est un exemple. Voilà. À notre avis, on va vite se rendre compte que c'est pas suffisant. Et peut-être d'ailleurs que on va peut-être se rendre compte aussi que l'usine à gaz que représente la CSRD représente un travail considérable pour des entreprises qui ne seront toujours pas dans les limites planétaires. Donc il y aura peut-être moyen de simplifier un peu d'un côté et puis d'être un peu plus efficace de l'autre. Merci Alan. On va s'arrêter là. Ben, merci à toutes et à tous. À bientôt.